Il a signé l'acte qu'elle lui a imposé. Puis son avocat a appelé en hurlant. Le stylo a à peine touché le papier. Je me souviens clairement de ce moment, non pas parce qu'il était dramatique, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. Il n'y a pas eu de cri, pas de supplication, pas de départ en trombe, pas de verre brisé ni de porte claquée. Juste le cliquetis de ses ongles manucurés ouvrant le dossier, le craquement de la chaise de terrasse quand je me suis penché en avant, et le léger bourdonnement des cigales alors que le soleil dorait le lac. Ça aurait pu être un jeudi soir comme les autres. Personne n'aurait pu deviner que c'était le jour où ma femme a essayé de me voler la maison que j'avais payée cash. Signe ou dégage, a-t-elle répété, debout, une main sur la hanche, l'autre tenant un verre de mon scotch. Mon scotch? Un Macallan 18. Si vous êtes curieux, je le gardais pour l'anniversaire que nous n'avons jamais atteint. Elle n'est pas restée assise. Elle se dressait au-dessus de moi, comme si elle pensait que son ombre rendait son argument plus fort. Vanessa portait le même peignoir en soie que je lui avais acheté à Noël dernier. Celui pour lequel elle m'avait remercié avec de fausses larmes et une affection encore plus fausse. Il glissait juste assez pour révéler le nouveau collier que je ne lui avais pas offert. Mais je n'étais pas censé le remarquer. J'étais juste censé lire, signer et partir tranquillement. Le dossier qu'elle m'a tendu n'était pas une surprise. Je le voyais venir depuis des semaines, non, des mois. Les appels tardifs qu'elle prenait dans le garage, les retraits d'argent liquide, les week-ends de réseautage, qui coïncidaient un peu trop parfaitement avec des festivals de musique locaux auxquels je n'avais jamais été invité. Même la nouvelle routine de fitness qu'elle prétendait être pour son bien-être personnel. C'est drôle comme le bien-être personnel ressemblait étrangement à se préparer pour quelqu'un d'autre. Pourtant, j'ai joué l'idiot. C'était le rôle qu'elle avait écrit pour moi, et j'ai livré une performance digne d'un Oscar. Les documents étaient imprimés sur du papier épais, probablement sorti de l'imprimante hors de prix du bureau de son avocat. La page de titre était en gras, acte de transfert par renonciation, suivi d'un accord de séparation à l'amiable standard. Son nom apparaissait en premier, bien sûr. Elle a toujours aimé être la première, toujours aimé gagner. Je l'ai feuilleté lentement. Ses yeux ont sillé quand je me suis arrêté à la page 3, là où les déclarations financières auraient dû se trouver. Rien. Intéressant. À la page 5, il y avait une liste des biens convenus, dont la plupart étaient les miens. Mon voilier, mon camion, ma collection d'outils qu'elle n'avait jamais touchés, mais qu'elle insistait pour qualifier de biens communs. Je pouvais entendre son pied taper sur le sol. Ne joue pas à des jeux, Michael. J'ai levé les yeux vers elle, pas en colère, même pas surpris, juste fatigué. Pas physiquement, pas émotionnellement. Fatigué comme un homme qui réalise enfin que quelqu'un pisse dans son café chaque matin en prétendant que c'est de l'espresso. Vanessa, ai-je dit avec un soupir. Est-ce que tu l'as seulement lu toi-même, ou est-ce que l'avocat de ton petit ami te l'a juste tendu avec un baiser? Sa mâchoire s'est contractée, mais elle n'a pas mordu à l'hameçon. Elle a juste fait un nouveau geste. Signe. Tu peux garder la montre. Ah oui, la montre. Un cadeau de départ de mon ancienne entreprise, gravé au dos, pour un héritage d'excellence discrète. C'était approprié. C'était la version de moi qu'il connaissait. Discret, stable, prévisible. Elle pensait que je partirais sans faire de vagues. Alors, j'ai signé, un trait après l'autre. Sans hésitation, sans stylo rouge, sans correction. Et je l'ai fait avec le même stylo plume qu'elle m'avait offert pour notre 5e anniversaire, un Mont Blanc, probablement un faux. Quand je me suis levé, je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé le dossier soigneusement empilé là où la condensation de son verre de scotch avait laissé un cercle. J'ai retiré mon alliance et l'ai posée à côté des clés sur la table de la terrasse. Non pas pour faire passer un message, mais parce que je savais qu'elle la trouverait en sortant pour jubiler. Et elle a jubilé. Elle m'a raccompagné jusqu'à la porte, les bras croisés, un sourire suffisant figé sur son visage, telle une statue de cire de la victoire. Tu regretteras de ne pas t'être battu pour moi, a-t-elle dit. Je me suis arrêté juste avant de mettre le pied dans l'allée. Le soleil a frappé la vitre de la chambre à l'étage. J'ai pu voir une silhouette derrière elle. Un homme grand, qui n'essayait même pas de se cacher. Non, ai-je dit, ma voix calme. Mais tu ferais bien d'appeler ton avocat demain. Elle a ri derrière moi alors que je marchais vers le bord de la propriété. Pas de valise, pas de fanfare, juste la montre dans mon portefeuille. Mais je n'ai pas regardé en arrière.
J'avais prévu un tout autre lever de soleil, et elle allait se réveiller en plein dedans. Vanessa en était déjà à son deuxième verre de champagne à 9h40. Non pas que ce soit inhabituel. Sa routine matinale avait lentement changé au cours de la dernière année, passant des smoothies verts et du yoga au lever du soleil à des brunchs avec quiconque voulait bien l'écouter parler d'eux, s'aligner avec son moi supérieur. Ce matin, c'était Carrie, sa chambre d'écho blonde avec un diplôme de droit qu'elle n'avait jamais utilisé et l'habitude de dire « oui, ma reine », chaque fois que Vanessa mentionnait s'être libérée de son sponsor gériatrique. Elle prenait un bain de soleil au bord de la piscine, riant d'un drame de divorce d'influenceur, quand le téléphone de Vanessa a vibré. Le nom de son avocat illuminait l'écran. Maître Martin Crenshaw. Elle eut un sourire narquois. « Attends », dit-elle en levant les yeux au ciel. « Laisse-moi l'entendre s'extasier sur la manière impeccable dont j'ai géré la situation hier. » Elle répondit d'un ton léger, « Bonjour, Martin. » « Devine quoi ? Je suis officiellement propriétaire. » Silence, puis une voix qui ne correspondait pas à son ton suffisant habituel. « Vanessa, a-t-il signé votre version du dossier ?» Elle se redressa. « Oui, évidemment. Je la lui ai remise moi-même. »« Votre copie » lança Martin. « Où est-elle ? » ?»« Dans mon dossier, sur le comptoir de la cuisine. »« Quoi ? » Il expira bruyamment. « Allez la voir tout de suite. » Vanessa plissa les yeux, mais se leva quand même. Elle traversa la maison d'un pas arrogant, secouant ses cheveux de manière théâtrale pour le bénéfice de Carrie. Les hommes, marmonna-t-elle. Le dossier était exactement là où elle l'avait laissé. Elle le posa sur le comptoir en marbre, l'ouvrit et tourna à la page des signatures. Sa signature était là, audacieuse et lisse. Parfait. Voilà, dit-elle en mettant Martin sur haut-parleur. Signé. C'est fait. D'accord, dit Martin lentement. Tournez à la dernière page. Elle se figea. Quelle dernière page ? La dernière page, Vanessa. Elle feuilleta à nouveau. Page 2, 3, 5. La signature à la page 7, mais il n'y avait pas de page 8. Ça se termine à la 7, dit-elle. La voix de Martin baissa jusqu'à un murmure, comme s'il craignait que quelqu'un n'écoute. Bon sang. Quoi, Vanessa ? Sa version avait un avenant, une clause qui invalide l'acte de renonciation si certaines conditions sont remplies. Quel genre de conditions ? Il lut à partir de sa propre copie numérisée. Clause 8, le transfert sera considéré comme nul et non avenu sur présentation par le cédant d'une preuve étayée de cohabitation post-séparation, de tentative de liquidation du bien ou de preuve d'intention extra-conjugale par la cessionnaire dans une fenêtre de 90 jours à compter de la date d'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ? Sa voix monta d'une demi-octave. Ça veut dire, dit-il, qu'il vous a tendu un piège. Elle baissa les yeux sur le dossier, le fouillant comme si la page manquante pouvait apparaître si seulement elle le voulait assez fort. Rien. Juste sa version. Celle qu'elle avait imprimée. Celle qu'elle lui avait tendue dans son moment de soi-disant triomphe. Martin continua, le ton sec. Vous ne l'avez pas fait authentifier par un notaire. Vous n'aviez pas de tiers présent. Et vous n'avez pas vérifié les copies. Pourquoi l'aurais-je fait ? Il l'a signé. Je l'ai vu. Vous l'avez vu vous faire passer une clause sous le nez, siffla Martin. Parce que vous étiez trop occupé à planifier votre bain de champagne. Carrie passa la tête par les portes coulissantes, tenant toujours le téléphone de Vanessa. Ça va ? Tu as l'air pâle. Vanessa ne répondit pas. Elle se dirigea vers l'évier, y vida le champagne et marmonna, j'ai besoin de l'original. Martin laissa échapper un rire amer. Bonne chance. Il a déjà été déposé. Sa copie, pas la vôtre. Et laissez-moi deviner, vous avez posté quelque chose sur les réseaux sociaux hier. Son cœur se serra. Le selfie. Elle avait posté une photo au bord de la piscine la nuit dernière. Il y était. Pas Michael. L'autre ? L'estomac de Vanessa se noua alors que Martin enfonçait un dernier clou. S'il dépose cette clause et qu'il a une preuve d'infidélité ou d'intention de vendre, vous ne possédez pas la maison. Vous ne l'avez jamais possédée. Puis il raccrocha. Carrie, toujours debout à l'extérieur, regarda le visage de son ami se vider de toute couleur. Vanessa ne bougeait pas. Elle fixait simplement le papier qu'elle avait autrefois cru être sa victoire.
Mais il était déjà trop tard. La dernière page ne manquait pas. Elle n'avait simplement jamais été la sienne. Elle déchira le dossier comme s'il lui devait de l'argent. Les doigts de Vanessa tremblaient alors qu'elle arrachait chaque page, ce parchemin couleur crème hors de prix sur lequel elle avait insisté pour que cela paraisse officiel. Elle avait choisi la police. Elle avait dicté l'espacement. Elle l'avait tendu avec suffisance à Michael sur la terrasse, comme si elle exécutait un coup de maître imparable aux échecs. Et maintenant, comme une magicienne qui rate son propre tour, elle ne trouvait pas de lapin. Pas de page 8, pas de clause, pas de filet de sécurité, juste une pile parfaitement nette de 7 pages signées par un homme qui avait laissé les clés sur la table et était parti sans élever la voix. Elle frappa le comptoir en marbre. Il a dû les changer. Carrie, toujours drapée dans ses lunettes de soleil surdimensionnées et sa serviette de piscine, jeta un coup d'œil depuis la porte-fenêtre. Attends, Jean, il l'a falsifié. Vanessa se retourna brusquement. Non, il a utilisé sa copie. Celle avec la clause. As-tu vérifié tes emails? Demanda Carrie. Peut-être qu'il te l'a envoyé. Vanessa la foudroya du regard. Il n'envoie pas de mail. Il envoie des chèques par la poste avec des notes manuscrites et utilise un téléphone à clapet. Il ne va pas m'envoyer par fax une clause piégée. Pourtant, elle attrapa son ordinateur portable et l'ouvrit. Rien dans la boîte de réception, rien dans les spams, pas de pièces jointes PDF, pas de documents numérisés, pas de mail du type « juste pour que tu aies une copie ». C'était le silence radio, un ghosting numérique. Et puis l'horreur de la situation commença vraiment à s'installer. Elle n'avait aucun contrôle légal, aucune trace écrite pour affirmer sa propriété, seulement un selfie numérique et un sentiment de droit suffisant. Elle rappela Martin. Messagerie vocale. Elle rappela. Messagerie vocale. La 3e fois, il finit par décrocher. Je suis en plein dépôt. Quoi encore? Avez-vous déjà déposé sa version, lança-t-elle. Je n'avais pas le choix, répondit-il. Son équipe a agi en premier. Ils ont soumis une copie notariée numérisée avec des métadonnées de suivi, un horodatage vidéo et une déclaration sous serment d'un greffier. Vous plaisantez. J'aimerais bien. Elle arpentait maintenant la cuisine, se rongeant l'ongle du pouce. Il n'a même pas lu le truc. Il l'a à peine regardé. Non, dit Martin. Il n'en avait pas besoin. Il l'a rédigé. Cela la stoppa net. Quoi? J'ai vérifié les propriétés du document, dit-il. Il a été créé par un parajuriste de chez Rolls et Givant. C'est un cabinet de contentieux, spécialisé en droit des sociétés, en immobilier, en contrat en béton armé. Ce n'étaient pas les déchets habituels de droit de la famille de votre avocat de petit ami. Elle se tut. Puis le gouffre dans son estomac s'agrandit un peu plus. Le poste, celui qu'elle pensait effronter. Victorieux. Elle l'avait légendé, enfin libre. À la santé des nouveaux chapitres et des vues sur le lac, avec un emoji envoyant un baiser. Et c'était une vidéo boomerang. Elle trinquant avec quelqu'un hors champ. Mais ce n'était pas la partie qui importait. Le tag. Elle avait géolocalisé la publication, juste à la propriété. Sa propriété, la propriété de Michael. Elle l'a affichée sur Instagram et la fixa, l'effroi montant comme une inondation. Son sourire dans le clip était odieux. Lunettes de soleil inclinées, épaules nues, yeux suffisants. Le genre de sourire qui criait « J'ai gagné », mais qui maintenant criait simplement « Pièce à conviction A ». Carrie s'avança à côté d'elle. « Tu as tagué l'endroit. »« Je tague toujours les endroits », marmonna Vanessa. Ça booste l'engagement. Carrie la regarda comme si elle venait d'avouer lécher des poignées de porte pendant la saison de la grippe. Et ce type en arrière-plan, ce n'est pas Michael. Vanessa ne répondit pas. Carrie cligna des yeux. Ma fille, ça, c'est de la cohabitation. Non, ce n'est pas ça. C'était juste une nuit. Tu as utilisé le mot enfin. La légende implique littéralement qu'il remplace ton mari. Vanessa fixait l'écran, les cœurs, le commentaire de sa sœur qui disait « Oui, tu mérites le bonheur ». Le like de son collègue, la petite coche sous le nom de Michael qui indiquait « Vu ». Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Il l'a vu. Carrie recula lentement d'un pas, je veux dire, tu lui as bien dit de signer ou de dégager. Vanessa se tourna vers l'évier de la cuisine et agrippa le bord comme s'il pouvait tomber du mur.
Sa version du dossier ne valait rien. Sa copie était incomplète. Son poste de célébration était maintenant une munition légale. L'acte de propriété était toujours dans une fiducie. Et quelque part, Michael était probablement en train de déjeuner pendant que son avocat se démenait pour éteindre un incendie. Elle avait commencé avec une flûte de champagne et un filtre Instagram. Dehors, le vent renversa une chaise de terrasse. À l'intérieur, Vanessa comprit enfin ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas gagné. Elle était entrée dans un piège, en talons et avec le sourire, traînant sa propre corde. Le bureau sentait le vieux cuir et l'ambition surannée, exactement comme Michael l'aimait. Langston et compagnie existait depuis 40 ans, niché tranquillement au 2e étage d'un parc de bureaux en briques rouges, sans enseigne et sans fioritures. Son fondateur, Charles Langston, était le comptable de Michael depuis 1992, le genre d'homme qui portait les 3 mêmes cravates en rotation et avait la mémoire d'un limier. Il ne sourit pas lorsque Michael entra. Il se contenta de hocher la tête, de désigner la chaise habituelle et de faire glisser un dossier noir. Elle a visé la maison, demanda Charles, de manière factuelle. Michael hocha la tête une fois. A essayé. Elle est arrivée avec un dossier comme si elle était le shérif en personne. Charles ouvrit le dossier et en retira une seule page. Elle s'en prend au mauvais titre de propriété. Alors Michael sourit presque. C'est ce que j'espérais que tu dises. Charles retourna la page. Tu te souviens de ça? Le papier était impeccable. Pas un pli, pas une tache, juste un en-tête avec Kimberland Trust Holdings LLC en haut. En dessous, la désignation légale, fiducie bénéficiaire discrétionnaire, irrévocable jusqu'au décès ou à la dissolution formelle. Mandataire, Michael R. Connelly. Créé le 14 mars 2015, 3 mois avant qu'il ne rencontre Vanessa. Je ne l'ai jamais changé, dit Michael doucement. Tu n'en avais pas besoin, répondit Charles. Tu l'as mise à l'aise, pas en conformité. Les lèvres de Michael s'amincirent. Elle ne s'est jamais intéressée aux détails. Elle est sur le point de devoir le faire. Il fit glisser un autre document. Nous déposons cette notification formelle d'intention de révoquer les droits de cooccupation pour les parties externes. À la minute où nous le faisons, toute revendication qu'elle essaie de faire sur la maison devient de la vapeur. Elle n'a pas été nommée. On ne lui a pas offert de participation. Bon sang, elle n'a même jamais payé une facture d'impôt. Les yeux de Michael se posèrent sur la clause de la fiducie. Il se souvint de la nuit où il l'avait mise en place. C'était après avoir vu 2 de ses collègues se faire plumer dans des divorces. L'un d'eux avait perdu la maison du lac que son grand-père avait construite de ses propres mains. Michael s'était dit qu'il n'était pas cynique, juste préparé. Il avait même payé des honoraires supplémentaires pour que la propriété de la fiducie soit masquée sous une société écran LLC. Cela avait semblé excessif à l'époque. Maintenant, cela semblait chirurgical. Charles lui tendit un stylo. Prêt? Michael signa. D'un seul geste, net. Tout comme sur la terrasse. Charles envoya immédiatement la notification numérisée à son assistante. Ça verrouille la situation. Son avocat recevra une révocation formelle par courrier recommandé et elle sera enregistrée auprès du comté d'ici lundi. Elle ne pourra pas éternuer sur ce porche sans un avertissement légal. Michael regarda par la fenêtre, observant un écureuil sauter d'une branche d'arbre nue à une autre, complètement inconscient du monde qui s'effondrait sous lui. Tu penses qu'elle le sait déjà? Charles eut un petit rire. Si elle a déjà appelé son avocat, il est probablement à mi-chemin d'une bouteille de bourbon. Tu as joué intelligemment. Personne ne conteste une fiducie qui précède le mariage, surtout pas une avec des clauses de discrétion superposées. Michael pensa aux clés qu'il avait laissées sur la table. Comment elle avait souri d'un air suffisant, comme si elle avait volé quelque chose, mais la vérité était qu'elle était sortie de cette maison en tant que squatteuse. Une intruse bien habillée, sans participation légale et sans plan de secours. Charles fit glisser un autre document. Celui-ci est facultatif, dit-il. C'est un avis de gel sur toutes les améliorations ou modifications de la propriété. Si elle essaie de la louer, de la rénover ou de filmer une autre de ces stupides vidéos d'influenceuses sur le quai, cela nous donne un motif pour émettre une mise en demeure de cesser. Michael le signa sans ciller. Elle a posté une vidéo hier soir, dit-il, en taguant la propriété. Elle pensait qu'elle déclarait victoire. Charles haussa un sourcil. Alors nous en ferons sa confession.
Le bureau devint silencieux. Rien que le léger cliquetis du scanner dans la pièce voisine et le bourdonnement lointain d'un chauffage qui se mettait en marche. Michael se leva, boutonna son manteau et attrapa ses clés. Cette fois, pour la Buick, pas pour la maison du lac. Alors qu'il atteignait la porte, Charles l'interpella. « Tu veux que je retire aussi les autorisations de carte de crédit ? Bloquer les comptes joints. » Michael s'arrêta. Laisse-lui encore quelques jours d'illusion. C'est ce qu'elle voulait vraiment, de toute façon. La propriété sans la compréhension. Il entra dans le couloir. Son téléphone vibrait dans sa poche. Numéro inconnu. Il le laissa sonner. Vanessa n'appelait pas pour s'excuser. Elle appelait pour griffer, mais la maison qu'elle pensait posséder ne lui avait jamais appartenu en premier lieu. Et bientôt, les tribunaux le confirmeraient par écrit, classé, permanent, irrévocable, en béton armé. Michael ne le cherchait pas. Il était assis seul dans un dîner qui n'avait pas mis à jour sa décoration depuis l'administration Reagan, sirotant un café noir et parcourant le journal. Pas de fanfare, pas de musique dramatique, juste le bourdonnement silencieux de la vie du milieu de matinée autour de lui, des fourchettes cliquetant sur les assiettes, des rires étouffés d'une banquette d'angle, le léger grésillement du bacon venant de la cuisine. Puis son téléphone a vibré. Une image. Pas de texte, juste une capture d'écran envoyée par un ami dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis des semaines. Le genre de gars qui ne prend pas contact à moins que quelque chose ne soit hilarant, soit catastrophique. Michael ouvrit le message. Elle était là, Vanessa, dans le jardin de sa propriété au bord du lac, pieds nus, les cheveux parfaitement décoiffés, un verre à la main, souriant à quelqu'un juste hors du cadre. Mais le clou du spectacle ne s'arrêtait pas à la photo. La vidéo était intégrée. Michael appuya une fois. Elle se lança. La caméra a balayé. Un homme, jeune, musclé et agressivement bronzé, passa un bras autour de sa taille et l'attira dans un long baiser langoureux. Il leva son verre. Elle rit, disant quelque chose comme « à un nouveau départ », enfin, puis, clair comme de l'eau de roche, finit de garder des retraités grincheux. Michael cligna des yeux. Pas par blessure, pas par colère, mais par la pure prévisibilité de la chose. Il avança la vidéo. Une seconde plus tard, l'écran affichait le nombre de vues, 16 478. Elle avait déjà commencé à faire le tour, principalement grâce à un compte local qui republiait des drames de la vie mondaine. Les commentaires s'accumulaient, certains s'extasiant sur sa robe, d'autres taguant des gens, quelques-uns riant même de la légende, la liberté a le goût du champagne sur le ponton. Il a cliqué sur télécharger, puis l'a transféré à Charles. Moins de 60 secondes plus tard, son téléphone sonna. « Tu ne vas pas croire ça, » dit Charles, sans même dire bonjour. « On vient de recevoir l'horodatage officiel du document. Cette clause que nous avons déposée hier, celle liée à la cohabitation. » Michael ne dit pas un mot. Charles eut un petit rire sombre. « Cohabitation confirmée publiquement et taguée avec une épingle GPS, s'il vous plaît. » Michael haussa un sourcil. « Ça compte. » Charles renifla. « Vous plaisantez ? C'est mieux qu'un rapport de détective privé. Non seulement elle y vit, mais elle en fait la publicité. » Il s'arrêta, puis ajouta, « Vous avez la vidéo, n'est-ce pas ? » Déjà transférée. Alors je vais demander à notre greffier de soumettre l'activation de la clause aujourd'hui. Le bureau de l'administrateur de la fiducie ouvre à midi. D'ici 13 heures, cette maison sera sous gel légal, et votre petite squatteuse et son gigolo seront aux premières loges pour assister à leur propre expulsion. Michael se pencha en arrière dans la banquette, regardant une serveuse passer avec une part de tarte en équilibre sur un bras. Il sourit. Assure-toi de faire une copie pour son avocat. Laisse-le profiter de la séquence aussi. Oh, je le ferai, dit Charles, pratiquement euphorique. J'inclurai même une image fixe avec des flèches. Clic. Michael raccrocha, finit son café et s'assit tranquillement. Il ne vérifia pas ses réseaux sociaux. Il ne fit pas défiler les commentaires. Il ne se complut pas dans le moment de triomphe. Ce n'était pas une question de vengeance. Pas vraiment. C'était une question de précision, de la laisser se trahir elle-même avec des filtres à paillettes et des flûtes de champagne, de construire un piège sans avoir besoin d'appât, juste du temps, de la patience et l'arrogance de quelqu'un qui pensait que le monde tournait autour de ses hashtags. Dehors, des nuages s'amoncelaient au-dessus du lac. Mais elle ne le remarquerait pas. Pas encore.
Pas pendant qu'elle était occupée à danser pieds nus dans ce qu'elle pensait être son royaume, filmant de petits extraits de son indépendance imaginaire. Michael glissa le téléphone dans la poche de sa veste, laissa un billet de 20 sur la table et se leva sans un mot. Une vidéo, une clause, un pas de plus vers son expulsion d'une maison qu'elle n'avait jamais légalement touchée. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle avait filmé la preuve elle-même. On frappa juste après midi. Vanessa était en train d'enregistrer un tutoriel de maquillage sur la terrasse, le lac scintillant derrière elle, son anneau lumineux en équilibre précaire sur une chaise de terrasse. Elle venait juste de dire « Et maintenant, on estompe, on estompe, on estompe », comme si on effaçait tous les signaux d'alarme, quand le coup résonna à la porte d'entrée. Elle s'arrêta. « Qui diable frappe encore à la porte » marmonna-t-elle, agacée. Probablement la livraison de champagne de ce distributeur de luxe qu'elle aimait mentionner. Mais quand elle ouvrit la porte, il n'y avait pas de bouteille fraîche, pas d'emballage instagrammable avec un ruban, juste un homme en costume gris et un autre avec un presse-papier. Tous deux avaient la même expression neutre et sinistre de ceux qui annoncent de mauvaises nouvelles pour vivre. « Vanessa Doran » demanda l'homme en costume, sortant un badge. « Oui. Je suis ici au nom de Kimberland Trust Holdings. Ceci est un avis formel de gel de propriété en attente de vérification de clause. » Il lui tendit une enveloppe. Officiel, son nom tapé proprement sur le devant. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-elle, le front plissé. L'homme ne répondit pas, hocha simplement la tête en direction de l'homme au presse-papier, qui nota quelque chose, lui tendit une autre feuille, puis tous deux se retournèrent et quittèrent le porche sans un mot de plus. Vanessa resta là, pieds nus, encore à moitié dans son personnage d'influenceuse, un pinceau à anti-cerne dans une main, un avis de paralysie légale dans l'autre. Elle déchira l'enveloppe. Au début, elle ne comprit pas le jargon juridique. Quelque chose sur les déclencheurs de révocation de fiducie discrétionnaire, la juridiction de dépôt, le verrouillage des actifs. Ne pas altérer, vendre, sous-louer ou rénover la propriété pendant la période de gel actif. Ses yeux balayèrent le texte plus vite, plus fort, jusqu'à ce que la clause lui saute aux yeux, déposée conformément à la section 8A de la charte de la fiducie 4C, activée par la soumission d'une preuve visuelle horodatée de la violation de la clause. Effet immédiat. L'estomac de Vanessa se retourna. Elle prit son téléphone et appela Martin, son avocat. Pas de politesse, pas de faux charme. Ils viennent de se pointer à ma porte avec une sorte d'avis de gel. Je sais, dit Martin avant qu'elle ne puisse finir. Je l'ai déjà vu. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Sa voix se brisa, à mi-chemin entre l'indignation et la panique. Tu m'avais dit que c'était une affaire propre. Je vous ai dit que c'était simple si l'acte de propriété était légalement le vôtre. Ce n'est pas le cas. Elle ne répondit pas, vous avez signé un document qui lui a permis de s'en aller sans rien, continua Martin. Il a ajouté une clause que vous n'avez pas vue. Vous avez filmé votre propre violation. Maintenant, il a déposé le déclencheur et verrouillé la propriété sous contrôle discrétionnaire. Vous n'aviez pas vu ça venir, lança-t-elle. Il y eut une pause. Puis la voix de Martin changea. Basse, fatiguée, plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. Vanessa, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu un client tomber dans un piège aussi parfaitement exécuté. Il n'a pas seulement planifié ça. Il l'a orchestré. Chaque mouvement, chaque papier, chaque clause, il en a fait un art juridique. Vous n'êtes pas seulement des jouets. Vous êtes piégés. On ne peut pas déposer quelque chose ? L'annuler. Le contester. Non, pas maintenant. Pas tant que le tribunal n'aura pas terminé l'examen. Et combien de temps ça va prendre, exigea-t-elle. Martin soupira. Assez longtemps pour que le gel fasse échouer toute tentative de vente ou de refinancement. Assez longtemps pour mettre un avertissement sur la parcelle. Assez longtemps pour que votre nouveau colocataire se demande pourquoi la facture d'eau est soudainement dans le rouge. Elle se tourna lentement vers la fenêtre. Il était là, torse nu et pieds nus, sirotant son verre en cristal comme s'il l'avait mérité. Son nouveau départ, son nouveau chapitre. Martin, dit-elle, la voix basse. Je ne peux pas laisser ça arriver. C'était censé être ma réinitialisation. Mon nom, ma maison. Ce n'a jamais été votre maison, l'interrompit-il. Vous y viviez, c'est tout. Puis, plus doucement, vous lui avez dit de signer ou de dégager. Il a dégagé,
mais il a laissé une grenade sous la table basse. La main de Vanessa trembla légèrement alors qu'elle raccrochait. Elle laissa tomber la vie sur l'îlot de cuisine, à côté d'un croissant à moitié mangé et d'un cercle collant de mimosa à la pêche. Cela semblait déplacé là. Du papier et de l'encre traversant la brume des brunchs et des rêveries filtrées. La propriété était verrouillée. Les comptes, probablement bientôt. Elle attrapa son téléphone pour vérifier Zillow, juste pour voir, se dit-elle. Mais ses doigts planaient au-dessus de l'écran comme s'ils pouvaient la mordre. Dehors, son nouvel homme lui fit un signe à travers la vitre. Elle ne répondit pas. La maison n'avait jamais été la sienne. Maintenant, elle n'était même plus vivable. C'était juste une scène, et elle était une actrice piégée en plein milieu, figée avant que le projecteur ne s'éteigne. Vanessa fixait l'écran de son téléphone comme s'il était cassé. L'application de la banque Chase refusait de se rafraîchir. Roue qui tourne. Erreur. Réessayer plus tard. Elle quitta l'application, la rouvrit. Rien. Encore, toujours rien. Finalement, à la troisième tentative, le solde apparut, et sa mâchoire se crispa. 41,52 $. Il y avait plus de 28 000 $ hier. Elle en était sûre. Elle avait vérifié après le brunch, avait fait un virement à sa coiffeuse, avait même donné un pourboire à un livreur avec zèle, et maintenant. Elle rafraîchit à nouveau. 41,52 $. Une panique soudaine lui serra la poitrine, vive et froide, comme si elle entrait dans un bain de glace qu'elle n'avait pas vu venir. Elle passa au compte joint, celui qu'elle utilisait autrefois comme un onglet personnel. Botox, soins du visage, lunettes de soleil de marque, chambre d'hôtel. Clôturé. Pas verrouillé, clôturé. Elle faillit laisser tomber le téléphone. Frénétique maintenant, elle ouvrit Amex. Sa carte Gold personnelle, celle que Michael avait insisté pour qu'elle reste à son nom pour des raisons de pointage de crédit, mais qu'elle avait toujours traitée comme la sienne. Refusée. Une alerte rouge du renouvellement de son abonnement au vin d'hier. Non, murmura-t-elle. Non, 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 non. Ses pieds bougeaient déjà avant qu'elle ne se rende compte qu'elle se dirigeait vers le garage. Elle ouvrit la porte en grand, s'attendant à voir son escalade blanc, poli et impeccable. Disparu. Pas simplement déplacé, pas emprunté, disparu. À sa place se trouvait une simple feuille de papier collée au mur du garage, tapée à la machine. Retournée au propriétaire enregistré, Kimberland Trust Holdings. Il n'y avait même pas de signature, juste la date. Elle la fixa, incrédule. Le SUV n'était pas à elle. Bien sûr que non. Il l'avait loué à la fiducie, tout comme la maison. Tout comme cette stupide adhésion au club qu'elle pensait être conjointe, mais qui était en fait classée sous « privilège d'invité » à son nom seul. De retour dans la cuisine, elle tâtonna avec le téléphone, composant sans cesse pour tomber sur la messagerie vocale. Michael n'allait pas répondre. Elle envoya un texto à la place. Court, sec. Il faut qu'on parle. C'est de la folie. Distribué. Non lu. Puis un autre. Tu as tout pris. Toujours non lu. Elle jeta le téléphone sur l'îlot de cuisine. Il glissa du marbre et heurta le sol avec un craquement sec. Une seconde plus tard, son petit ami, si ce titre avait encore un sens, entra depuis le quai, tenant une bouteille à moitié vide du champagne qu'elle avait acheté avec ce qui était autrefois son crédit. Chérie, l'escalade n'est pas dans le garage. Tu l'as déplacée ? Vanessa ne répondit pas. Il la regarda de plus près. Ça va ? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment pouvait-elle expliquer que l'homme qu'elle qualifiait d'ennuyeux venait de vider sa vie comme un chirurgien avec un scalpel ? Que ses comptes étaient vidés, son crédit révoqué, sa voiture saisie, non pas par un étranger, mais par dessein, par Michael. Elle parla enfin. Il est parti. Il a tout pris. Sa voix était trop calme pour la panique dans sa poitrine. Son petit ami haussa un sourcil. Tu veux dire, comme s'il avait annulé tes cartes ? Non, dit-elle sèchement. Je veux dire, comme une frappe aérienne de précision. Et puis, comme s'il réalisait soudain qu'il vivait peut-être sans loyer dans un château de cartes, il recula d'un pas, tu es sûr que la maison est toujours à toi. Vanessa ne répondit pas. Elle se dirigea vers le congélateur et attrapa la dernière bouteille de champagne restante.
celle avec la feuille d'or qu'elle avait gardée pour quand tout serait fini. Elle la fit sauter avec une grimace amère et se versa un grand verre. Pas de toast, pas de sourire, juste le silence. Puis elle marmonna. Il a attendu. Tout ce temps, il a attendu. Pas comme une victime, pas comme un imbécile, mais comme un homme qui construit le vide parfait, centimètre par centimètre, jusqu'au moment où il appuie sur l'interrupteur et regarde tout ce dont elle dépendait s'effondrer. Et maintenant les lumières étaient encore allumées, mais elle n'avait pas les moyens de changer les ampoules. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il a juste repris tout ce qu'elle n'avait jamais possédé, et il l'a fait si silencieusement que c'était comme si l'air lui-même s'était retourné contre elle. Le message est arrivé sans avertissement, sans politesse, juste une seule ligne. Vanessa, malheureusement, nous allons devoir reporter indéfiniment le réaménagement de la suite parentale. Merci de votre compréhension. Pas d'émoji, pas d'explication, pas de suivi. Vanessa fixa l'email comme s'il l'avait personnellement insulté. Reporté. C'était Judith Sinclair, sa plus grosse cliente. Une femme qui avait un jour payé 4800 $ pour un lustre en forme de grappe de raisin fondant parce que Vanessa lui avait dit qu'il murmurait la décadence. Elle appela immédiatement. Directement sur la messagerie vocale. Elle envoya un texto. Rien. Puis elle vérifia Instagram. La page de Judith, normalement un flot de miroirs anciens et de brunch sur les toits, avait reposté une coupure de presse. Son estomac se noie. Le titre, la maison au bord du lac d'une designer sous gel légal au milieu d'un litige de fiducie. En dessous, une capture d'écran floue de la vie de Gel, une photo de sa porte d'entrée avec l'enveloppe scotchée dessus, et quelques lignes de jargon juridique sur les fiducies discrétionnaires et le contrôle contesté de la propriété. Ce n'était pas dans le Times, mais ce n'était pas nécessaire. C'était devenu viral dans le cercle exact qu'il ne fallait pas, son cercle. Des épouses riches avec des budgets de rénovation et une tolérance zéro pour les scandales publics. Le genre de femme qui se fichait que vous trompiez ou que vous maniganciez, tant que ce n'était pas désordonné. Et ça, c'était désordonné. Elle fit défiler plus bas et via un autre post, un fil de commentaires. Quelqu'un avait téléchargé le boomerang au champagne, celui avec elle et son « nouveau départ ». Et quelqu'un d'autre l'avait lié au site des registres fonciers montrant le gel légal. C'est à ce moment-là que ça a craqué. Son nom était en tendance dans un groupe Facebook de communauté privée appelé « Espace soigné ». Designer discret uniquement. Discret. Elle ne l'était pas. Son téléphone vibra à nouveau. Une autre cliente, plus petite. Même message, saveur différente. Tellement désolé. Nous mettons en pause le réaménagement du vestiaire jusqu'à ce que les choses se calment. J'espère que tout va bien. Se calmer. Il voulait dire disparaître. À l'heure du déjeuner, 2 autres clientes l'avaient ghosté. Son assistante, qui était devenue de plus en plus silencieuse, lui a envoyé un texto pour dire que sa grand-mère était malade et qu'elle prendrait un congé d'une durée indéterminée. Puis, enfin, un appel est arrivé. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle répondit comme si sa vie en dépendait. Vanessa Doran Design. Comment puis-je? Vanessa? Une voix la coupa, sèche et tranchante. C'est Céleste. Je dois être franche. Céleste de Palm Beach, la femme à la cave à vin dressing. 3 personnes m'ont transféré cet article, continua Céleste. 3 au cours des 20 dernières minutes. L'un d'eux était mon conseiller financier. Vanessa tenta de l'interrompre. C'est complètement exagéré. Il y a un. Je m'en fiche, lança Céleste. Je ne peux pas me permettre cette association. J'accueille des sénateurs chez moi. Votre nom ne peut être nulle part près du mien jusqu'à ce que tout cela s'estompe. L'appel se déconnecta. Vanessa resta assise là, tenant toujours le téléphone à son oreille longtemps après que l'écran se soit éteint. C'était comme si quelqu'un avait tiré sur le fil de sa vie soigneusement brodée, et maintenant les coutures se défaisaient plus vite qu'elle ne pouvait les recoudre. Elle ouvrit sa boîte de réception. Les messages non lus s'accumulaient, mais pas de clients, de fournisseurs. L'un avait suspendu son compte de remise professionnelle. Un autre exigeait désormais un prépaiement au lieu de terme de facturation. L'un disait simplement « Veuillez confirmer votre capacité de paiement continue en fonction des événements récents ». Elle quitta le navigateur, mais cela n'aida pas. Les murs de sa marque, l'image soignée, la perfection artisanale,
le « luxe avec une touche personnelle » s'effondrait. Que posterait elle-même demain? Un selfie devant un garage verrouillé et un actif gelé? Son anneau lumineux était toujours sur la terrasse, oublié. Ses scripts d'influenceuse sonnaient maintenant comme des chutes de blagues que Michael avait écrites des années auparavant. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas touché à son entreprise. Il n'en avait pas eu besoin. Tout ce qu'il avait eu à faire était de supprimer l'illusion de stabilité, et les clients de la haute société sur lesquels elle avait bâti son identité avaient fui comme des rats quittant un navire en perdition. Elle ouvrit son site web, cliqua sur « Projet en cours », puis appuya lentement sur « Dépublier ». Non pas parce que l'entreprise avait disparu, mais parce que la confiance en elle avait disparu. Et sans cela, les coussins décoratifs, les murs d'accent, les textures audacieuses, tout cela ressemblait simplement à ce qu'ils étaient, des tentatives de cacher la décadence. Vanessa ouvrit la porte, s'attendant à une livraison. Au lieu de cela, Martin se tenait là, transpirant à travers son col, sa cravate desserrée comme s'il l'avait arrachée sur le parking. Il ne parla pas tout de suite, la regardant simplement comme un chirurgien pourrait regarder un patient qui insiste pour s'enlever l'appendice avec des cisailles de jardin. « Vous ne m'avez pas tout dit. » Sa voix n'était pas en colère. C'était quelque chose de pire. Épuisé, comme s'il était tombé en panne d'essence il y a des kilomètres mais continuait de rouler en descente, priant pour que les freins tiennent. Vanessa croisa les bras, s'appuyant sur le cadre de la porte. « Contente de te voir aussi. » Il n'entra pas avant qu'elle ne s'écarte, lentement, avec le demi-sourire narquois d'une femme qui essaie encore de contrôler un incendie qu'elle a clairement allumé. Il se dirigea directement vers l'îlot de la cuisine et y laissa tomber un épais dossier. Il atterrit avec un bruit sourd qui résonna bien trop fort dans la maison désormais silencieuse. J'ai tout sorti. Chaque dépôt, chaque clause, chaque référence croisée de son équipe juridique. Vous savez ce que j'ai trouvé? Elle ne répondit pas. J'ai trouvé une fiducie créée avant votre rencontre, avec des limites discrétionnaires, structurées pour éviter les lois sur les biens communs. La maison n'a jamais été à lui pour qu'il vous la donne. Elle cligna des yeux. Mais il l'a signée. Non, lança Martin. Il vous a laissé lui tendre un document qui avait l'air officiel pour que vous croyiez être en contrôle. Il ne vous a rien remis. Et il n'a certainement pas donné une maison qu'il ne possédait jamais légalement. Vanessa agrippa le comptoir. Vous me dites que c'est invalide? Je vous dis que c'est risible. Martin ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies d'actes de propriété, d'accords de fiducie, de dépôts judiciaires horodatés. Le coffre de guerre de précision juridique de Michael. En haut se trouvait une seule section surlignée, les réclamations du conjoint ne s'étendent pas aux actifs détenus dans des fiducies discrétionnaires prénuptiales où aucun transfert explicite ou propriété conjointe n'a été établi. Son nom n'était nulle part. Pas dans la fiducie, pas sur l'acte de propriété, pas dans un seul document déposé. Elle n'existait pas sur le papier. Martin expira brusquement, tira une chaise et s'assit lourdement. Je comprends. Il était plus âgé, stable. Vous pensiez pouvoir transformer ça en quelque chose de réel. Terre, héritage, style de vie. Mais vous n'avez pas épousé un retraité, Vanessa. Vous avez épousé un stratège, le genre qui écrit des clauses de révocation sur des serviettes en papier juste pour le plaisir. Elle s'effondra sur la chaise en face de lui, les yeux soudain froids. Alors, quoi maintenant? Il obtient tout. Il a toujours tout eu, dit Martin. Vous n'étiez qu'en visite. Elle leva les yeux vers lui. Du mascara légèrement bavé au coin d'un œil. Sa bouche s'ouvrit comme si elle allait argumenter, mais rien ne sortit. Martin baissa la voix. Et pire encore, cette cascade que vous avez faite, la vidéo, l'homme, la légende. Ça n'a pas seulement déclenché la clause. Ça vous a piégé. Pour tout juge examinant ce dossier, on dirait que vous avez provoqué la séparation, que vous avez utilisé un levier émotionnel pour contraindre une signature, et lui, il passe pour le type qui est parti pour éviter le conflit. Vanessa pressa une paume sur son front. C'était juste censé lui faire peur. Martin faillit rire. Eh bien, félicitations. Il vous a fait peur en retour avec de la paperasse. Puis, plus doucement, presque avec bienveillance, il ajouta. Vous avez besoin d'une nouvelle stratégie. Elle leva les yeux, pleine d'espoir pour la première fois depuis des jours. Il soutint son regard un instant, puis dit, ou d'un miracle. Le silence qui suivit n'était pas dramatique. Il était chirurgical,
froid, précis, comme le plan de Michael. Martin se leva et rassembla le dossier. Je vais retarder ce que je peux, mais ça ne vous fera pas gagner du temps. Juste retarder l'inévitable. Elle le suivit jusqu'à la porte, non pas pour dire au revoir, mais pour demander quelque chose, n'importe quoi, pour reprendre le contrôle. Mais Martin secoua simplement la tête. Ne lui envoyez pas de texto. Ne postez rien. Ne menacez pas, restez silencieuse. Pour une fois dans votre vie. Puis il sortit dans la lumière du soleil, laissant la porte ouverte derrière lui. Elle resta là, fixant la rue vide alors que la brise faisait bruisser le papier toujours scotché à son garage. Le même avis qu'elle n'avait pas arraché. Et à ce moment-là, elle comprit enfin. Elle n'avait pas été volée. Elle avait été déjouée par un homme qu'elle avait un jour qualifié de prévisible, dans une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais pris la peine d'imaginer perdante. Le vent avait commencé à tourner au crépuscule. Plus frais maintenant, non plus la chaleur de l'été, mais le genre de froid qui laissait présager des fins. Vanessa se tenait sur la terrasse, pieds nus, les bras enroulés autour d'elle, le silence du lac pesant de tous côtés. Son téléphone était mort. Sa boîte de réception était un cimetière, et son reflet dans la porte vitrée coulissante semblait avoir 10 ans de plus que dans son souvenir. Elle ne savait pas ce qui l'avait attiré dehors. Peut-être l'habitude. Peut-être un fragile morceau de mémoire musculaire. Le dernier endroit où elle s'était sentie intouchable. La table en verre où elle s'était un jour tenue victorieuse, dossier en main, exigeant la soumission d'un homme qui avait simplement hoché la tête, signé et était parti. Mais quelque chose était différent maintenant. Il y avait quelque chose sur la table. Une page attendait sous l'une des vieilles pierres de rivière que Michael avait l'habitude de collectionner lors de leur randonnée. Elle ne l'avait pas vue avant. Ou peut-être qu'elle ne l'avait pas remarqué. Ou peut-être, juste peut-être, qu'elle n'avait été laissée là qu'après que tout le reste se soit effondré. Elle s'approcha, lentement, comme on s'approche d'une pierre tombale qu'on ne s'attendait pas à trouver. Le papier était familier. Papier crème, épais, le même que celui de l'accord qu'elle avait brandi devant lui comme une épée. Mais cette page, c'était celle qu'elle n'avait jamais eue. La page 8. Elle la libéra de sous la pierre, ses mains tremblantes, et lut. Clause 8. Tous les transferts sont nuls sur preuve de cohabitation non conjugale dans les 90 jours. C'était surligné en jaune vif, et en dessous, non pas tapé mais manuscrit, d'une écriture propre et délibérée, indubitablement celle de Michael, il y avait une seule ligne. Tu voulais que je parte. Maintenant, je ne suis plus qu'un nom que tu ne peux effacer ni de l'acte de propriété, ni de tes regrets. Elle la lut encore et encore.